Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Deux grandes questions à la une de Ça vous regarde ce soir. Va-t-on vers une sortie de la crise politique? Le président souhaite un Premier ministre dans les 48 heures. Droite et gauche ont passé l'après-midi autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, sans le RN et sans LFI. Changement de méthode pour parvenir à un accord de non-censure. Où en est-on ce soir? Peut-on parler d'avancée? Nous en débattons dans un instant avec mes invités. Et puis, faut-il avoir peur de la nouvelle Syrie? À partir de 20h05, avec nos experts, nous reviendrons sur la chute éclair du régime de Bachar el-Assad. Le rebelle islamiste qui vient de prendre les rênes du pays suscite autant d'espoir que d'inquiétude, particulièrement en Europe. Grand décryptage avec mes invités tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. Générique. Le voilà donc à nouveau au centre du jeu. Emmanuel Macron a donc reçu toute l'après-midi les chefs de parti, à l'exception d'LFI et du RN, les forces républicaines de droite et de gauche, autour d'une même table pour tenter de retrouver la stabilité politique au pays, au moins pour les 8 mois à venir, avec ce soir une nouvelle méthode qui pourrait satisfaire tout le monde. Est-elle en mesure de sortir le pays de l'impasse? C'est la question qu'on va se poser ce soir avec vous, Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député Ensemble pour la République du Gers. Vous débattez avec deux de vos collègues, Jérôme Guedj, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de l'Essonne, bonsoir Philippe Gosselin. Bonsoir. Bienvenue, député droite républicaine de la Manche, et bonsoir Corinne Laïc. Bonsoir. Qui a suivi toute cet après-midi à l'Élysée, journaliste politique à l'opinion, l'une des plumes les plus informées sur Emmanuel Macron. Un débat qui commence, comme chaque soir, par le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Grande réunion cet après-midi, toujours pas de Premier ministre à la sortie. Non Myriam, il va falloir encore s'armer de patience. Pourtant, ils étaient presque tous là, presque, parce que vous l'avez dit, Emmanuel Macron a envoyé ses cartons d'invitation à toute la classe politique, sauf au Rassemblement national. La France Insoumise avait décliné l'invitation avant même de recevoir son enveloppe. Mais tous les autres, des socialistes au MoDem, en passant par les macronistes, les écologistes et la droite, toutes et tous se sont réunis cet après-midi à l'Élysée dans le jardin d'hiver, réunis autour d'une table pour faire émerger une méthode. Ah oui, aujourd'hui, il n'était pas du tout question de personnalité ou d'incarnation, mais plutôt de logique, de majorité nécessairement plurielle, comme le président de la République la réclamait déjà le 10 juillet dernier. Et ça, Myriam, eh bien, c'est peut-être en train de se produire. Le premier à sortir, Laurent Wauquiez, se dit ouvert, prêt à la responsabilité. Bon, alors vous allez l'entendre, pour le chef de la droite républicaine, il faut quand même remplir quelques conditions. Nous ne céderons pas à la facilité de voter des motions de censure. Et pour nous, il y a un seul cas de figure où la droite républicaine voterait une motion de censure. C'est un gouvernement comportant des membres de la France Insoumise et dont le programme serait le programme du NFP. Pour le reste, il y a une deuxième chose, c'est qu'en tout cas, il n'y aura pas de discussion d'un contrat de gouvernement avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs. Bien, alors si je résume, d'accord pour ne pas censurer, mais pas d'accord pour gouverner avec la gauche. Jusqu'ici, rien de neuf, Myriam. Et de son côté, eh bien Marine Tondelier insiste. Elle et son parti, le chef ou la chef du gouvernement doit être issu du nouveau Front populaire. On l'écoute. Oui, les socialistes, les communistes et les écologistes ont énormément insisté sur le fait qu'en termes de récit, en termes de légitimité démocratique, en termes de reconnaissance du résultat des élections, il fallait nommer un Premier ministre issu des rangs de la gauche ou des écologistes dans la lignée du nouveau Front populaire. Ça nous paraissait assez indispensable et nous l'avons défendu à maintes reprises. Bon, ça nous rappelle quand même un peu l'été dernier. Mais Myriam, je vous avais promis des avancées en début de chronique. Eh bien, il y a peut-être un deal qui pourrait s'activer. Et c'est Olivier Faure qui nous l'explique. Nous avons resuggéré le fait qu'il y ait un échange du bon procédé, que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force. Et en échange de quoi, les oppositions renonceraient à une motion de censure. Sur cette idée simple, nous avons le sentiment que les choses ont plutôt avancé. Ça a été repris par Horizon, ça a été repris par le MoDem, ça a été évidemment repris par l'ensemble de la gauche.
Et donc, il y a peut-être là une piste d'atterrissage. Bon, bah, reste plus qu'à nommer un pilote dans l'avion, alors, et un gouvernement qui s'entendrait sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage et sur la rigueur budgétaire. Entre le poids du blocage et celui de la trahison, l'engin risque de tanguer encore, mais dans sa tour de contrôle, Emmanuel Macron a promis de donner un nom dans les 48 heures, en espérant cette fois que le voyage dure plus de 3 mois sans turbulence. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci Valérie. Alors je me tourne vers Jérôme Gage parce que cette méthode, c'est les socialistes qui l'a proposée. Olivier Faure, on l'entendait. Donc travailler à un accord de non-censure pour gouverner sans 49.3 pour ne plus dépendre du RN. Vous êtes satisfait ce soir ? D'abord, vous avez fait une parfaite synthèse et vous avez rappelé en effet que c'est la méthode qu'on avait proposée assez rapidement, par la voix notamment de Boris Vallaud. Parce que c'est celle qui épouse le chemin étroit qu'on peut pratiquer. C'est l'idée d'abord d'offrir de la stabilité et de l'apaisement dans la période, parce que je pense qu'on ne peut pas ajouter et perler des motions de censure, de la crise, de l'instabilité. Et donc chacun renonce entre le gouvernement et le Parlement aux armes un peu atomiques qu'il peut dégainer. Le gouvernement, c'est le 49.3 et le Parlement, c'est la motion de censure. Et ce faisant, on fait ce à quoi on appelle de nos voeux, pas depuis les élections de 2024, mais d'une certaine manière depuis les élections de 2022, c'est-à-dire depuis le moment où il n'y a pas eu de majorité nette à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire de déplacer le centre de gravité de la vie politique au Parlement, en faisant confiance aux parlementaires. Et là, on a encore plus de raisons de le faire. Essayer de construire des compromis texte par texte, en partant. Oui. Alors c'est là qu'on y apporte. Je vous pose quand même la question, parce que ceux qui nous regardent se disent, bon, ils ont apporté la méthode, mais il a fallu qu'ils censurent pour proposer la non-censure. Est-ce que vous comprenez juste qu'il y ait peut-être même parmi vos électeurs, des gens qui se posent des questions là-dessus ? Mais cette question, elle est toujours légitime, et je veux y apporter la même réponse que celle qu'on faisait quand on a censuré dès sa nomination Michel Barnier. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de dévoiement du sens de l'élection du 7 juillet. La seule chose qui peut nous rassembler dans ce pays, c'est le sens du suffrage universel. Et le 7 juillet, il s'est passé 2 événements. Une préférence donnée à la gauche, et moi je dis bien que c'est une préférence, pas une majorité donnée à la gauche, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est tout le programme, rien que le programme. Et puis l'autre événement qu'il faut préserver, qu'il faut chérir, c'est le Front républicain qui a fonctionné. Or, la nomination de Michel Barnier, elle ne répondait pas à ce cahier des charges. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, la proposition un petit changement côté PS, une évolution majeure même. C'est une évolution sur la méthode qui est proposée, mais nous considérons qu'il faut quand même et toujours rester fidèle au sens de l'élection, c'est-à-dire, puisqu'il y a une préférence donnée à la gauche, nommer un Premier ministre issu de la gauche, mais à charge pour lui d'organiser et de construire ses compromis en ne recourant pas en 49.3 et en laissant les parlementaires travailler texte par texte. Qu'on suive très bien, vous voulez un Premier ministre de gauche, mais sur la méthode, si ce n'en est pas un, mettons, si c'est François Bayrou, vous ne le censurerez pas s'il gouverne sans 49.3. Est-ce que vous pouvez prononcer cette phrase rapidement ? Ouais, vous savez, dans un processus de discussion et de négociation, il ne faut pas sauter les étapes. Et donc, moi, à ce stade, je continue à vous dire évidemment qu'il faut nommer un Premier ministre issu de la gauche. Non, parce que je pense par ailleurs qu'il ne faut pas... l'erreur est humaine et la persévérer est diabolique. Et donc, redonner le sentiment qu'on va continuer totalement la même politique en partant d'un Premier ministre issu du bloc central et sans envoyer ce signal clairement perçu, je pense que ce serait une erreur. Alors on a 66 députés, je le dis parce que c'est important aussi, on essaye de voir si on peut réussir texte par texte à faire en sorte que le Parlement sorte de l'impasse et ne dépende plus des voix du RN. 66 députés PS, 42, c'est bien 47. Ça 47, pardonnez-moi, pour la droite républicaine, autant pour moi. Philippe Gosselin sur la méthode. Laurent Wauquiez, lui aussi, il veut un Premier ministre plutôt socle commun, voire de droite. Mais il dit d'accord pour ne pas censurer le prochain gouvernement. Si c'était François Bayrou, je pose la question pour juste, ça n'est pas certain. Simplement, bon, il est au centre, donc on peut se dire que ça pourrait être un point d'équilibre. Vous ne le censurerez pas. Écoutez, il n'est pas question ce soir de valider un nom en particulier. Évidemment. Mais la méthode, là, on peut se rejoindre. Il y a une méthode. On avance à petits pas. Vous savez, dans la Hague, il y a le sentier des douaniers, mais il y a les falaises en bas. Donc, il faut être très prudent et pas après pas. C'est vrai, on a fait un petit pas ce soir. Il y a quand même quelques petits pas. Nous, en responsabilité, évidemment, on ne censurera pas par principe un gouvernement qui ne serait pas le nôtre. C'est déjà un point important.
Maintenant, reste à voir qui. Et puis au-delà de qui et au-delà du casting, je crois qu'on a de ce point de vue-là une approche très, très commune pour faire quoi et comment et pour combien de temps. Alors on n'a pas parlé de programme à l'Élysée aujourd'hui, on est d'accord. La méthode, c'est non-censure pour sortir du RN de sa position d'arbitre. En réalité, une clause de non-agression. D'accord. Voilà, une clause de stabilité, parce que je crois que tout le monde a bien en tête les dangers que font courir ces mouvements de gouvernement. Je censure, je tombe, il ne se passe rien ou il se passe beaucoup de choses. Donc oui à la méthode ce soir. Oui à la méthode. Bien, pour le reste, on va voir. 47 députés. Allez, on fait les comptes. Alors, ce qui est plus intéressant avec Renaissance, avec Ensemble pour la République, c'est qu'il y en a un, Jean-René Cazeneuve, qui a brillé par son silence. Et tout le monde l'a remarqué, à commencer par Cyrielle Châtelain. Écoutez ce qu'elle a dit sur le silence de Gabriel Attal. Moi, j'ai quand même une personne que je n'entends pas, que j'ai peu entendue pendant la réunion, il s'appelle Gabriel Attal. Et en fait, je pense que c'est aussi l'un des points d'immobilisme, Gabriel Attal, qui finalement est un peu coincé. Il a deux options. Soit il reconduit une politique avec les LR, main dans la main avec le Rassemblement national, soit il accepte enfin de discuter sur les sujets dont je viens de parler, la question des recettes, la question des retraites, la question de la transition. Et donc il accepte le fait qu'il peut y avoir une cohabitation. C'est vrai qu'il était étonnant, le silence à l'issue de l'Élysée de Gabriel Attal. Est-il, oui ou non, d'accord sur cette méthode, comme les socialistes et comme la droite républicaine? Il s'est exprimé à de nombreuses reprises. Je crois qu'on ressort tous perdants de cette période de 6 mois, objectivement. Notre pays ressort perdant parce que l'économie s'est arrêtée, les Français sont inquiets, la consommation n'est pas au rendez-vous. Le socle commun ressort perdant, on n'a pas réussi à convaincre et à passer cette période. Je crois que la gauche ressort perdante avec cette censure qui n'est pas complètement assumée, qui a fait des ravages. Ça, c'est le passé. Oui, non, mais c'est important. Donc je pense que chacun est revenu de sa circonscription en s'étant fait engueuler. Moi, c'est inimaginable ce que moi j'ai pu entendre, et je suis sûr que chacun peut entendre. Écoutez, les Français sont très sévères aujourd'hui avec la classe politique, très sévères par le spectacle que nous donnons, par notre incapacité à travailler ensemble, par notre incapacité à aller vers des compromis. Ils sont très sévères par rapport à ça. Ils en rajoutent une couche par rapport à ceux qui sont censurés, mais je ne veux pas polémiquer, ce n'est pas le sujet. Donc je crois qu'on revient tous avec une envie supérieure d'arriver à dépasser ces clivages. En excluant le Rassemblement national, on ne veut pas dépendre du Rassemblement national. On voit bien ce que ça a pu procurer et jamais nous avons tendu la main au Rassemblement national. Donc ce que dit Cyrielle Châtelain est indigne. Et puis évidemment, nous ne souhaitons pas ne pas travailler avec la France insoumise. Et le problème de Alors, les socialistes disent qu'ils se sont auto-exclus. On verra comment Jean-Luc Mélenchon a vu cette réunion dans un instant à l'Élysée. Donc sur la méthode, vous l'approuvez? Bien sûr, donc sur la méthode. Alors ce n'est pas au président de la République de choisir le programme. Donc je pense qu'il faut qu'effectivement... Parce qu'il y a eu des critiques sur le fait que ça se passe à l'Élysée. Il teste un certain nombre de choses aujourd'hui pour voir quel est le Premier ministre capable, le profil, même pas de nom, mais quel est le profil capable de réussir cet exploit, parce qu'on en est encore assez loin, on est tous d'accord. Et puis après, ce sera au Premier ministre de passer la seconde, si vous voulez, donc de discuter avec les partis qui sont d'accord pour cette méthode, pour essayer de trouver un programme. Bon, et ben voilà, on a 3 forces politiques, et non des moindres. On peut imaginer qu'Horizon et le Modem sont d'accord. Personne autour de cette table ne veut redonner la main au RN. Corinne Laïc, c'est le consensus de la soirée. Est-ce que c'est beaucoup ou pas tant que ça? On est dans une situation complètement inédite. Je ne sais pas si c'est Karl Marx ou Raymond Aron qui a dit « les hommes font l'histoire mais ne savent pas l'histoire qu'ils font ». On est vraiment en plein là-dedans. Ce qui s'est passé d'important ce soir à l'Élysée, et les conseillers du président de la République le soulignent à l'envi auprès des journalistes, c'est que, je cite les mots, « il y a eu une unanimité pour ne plus dépendre du Rassemblement national ». Ce qui prouve à contrario que Emmanuel Macron s'était mis dans les mains du Rassemblement national. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que le RN était le groupe pivot qui pouvait faire ça ou ça auprès du gouvernement Barnier. Il a fait ça. Bon. Maintenant, il y a un autre groupe qui va devenir pivot, c'est le groupe de Jérôme Guedj, c'est le Parti socialiste. L'idée, il y a 3 possibilités.
soit, et qui ont été explicités comme tels par l'Élysée ce soir, soit on arrive à un accord de gouvernement, c'est-à-dire on forme un gouvernement avec une coalition dans laquelle on cherche à avoir le plus de partis possible. Ça, je crois que personne n'en veut. C'est très difficile. Le mot de coalition a été rejeté par plusieurs d'entre eux. On fait une plateforme, ce qu'ils appellent une plateforme législative, c'est-à-dire on soutient certains textes et pas d'autres. Soit on fait le truc à minima, mais qui pourrait sauver à peu près tout le monde, qui est de faire un accord de non-censure. Alors expliquez-nous ce que c'est exactement, parce que quand vous dites à minima, ça veut dire qu'on pourrait n'être d'accord sur aucun texte, mais personne ne censure. Mais ne pas censurer. C'est ça l'idée, c'est que je vote contre un texte, mais je ne vote pas de censure après. Voilà, donc tout revient au Parlement. Ça veut dire que ce sont les parlementaires qui doivent trouver des compromis s'ils veulent avancer. C'est-à-dire pas de 49.3 et pas de censure. Mais ça suppose, et ça on n'en parle pas trop, parce que là aujourd'hui Emmanuel Macron a quand même réussi à trouver un petit trou de souris pour se sortir de la situation extrêmement difficile dans laquelle il était, c'est-à-dire qu'il a privilégié la forme avant de définir le fond. Mais après, le Premier ministre qui s'est engagé à nommer dans les 48 heures. Pourquoi il dit 48 heures? Est-ce que c'est un coup de pression sur les forces politiques? Ou sur lui-même peut-être, je ne sais pas. Mais pour arrêter de procrastiner? Il nous avait déjà dit, après la chute de Barnier, qu'il nommerait un gouvernement entre 24 et 48 heures, ça ne s'est pas avéré. Là, on va dire 48 heures, il laisse un petit suspense parce qu'il doit partir en Pologne jeudi, on ne sait pas très bien à quelle heure il va partir. Et si donc les 48 heures, comme on ne peut pas nommer de Premier ministre quand on est à l'étranger, c'est la tradition, donc si les 48 heures vont s'éteindre jeudi matin ou jeudi soir, bon, ça c'est presque un problème de détail, mais il a fait aujourd'hui, il a essayé de s'en sortir par le haut en définissant une méthode, et je pense que tout le monde en avait besoin. Alors juste, mais maintenant, pour bien comprendre, il y a le fond. Justement, si tout le monde signe sur la méthode, comment va-t-on obtenir cet accord ? On va se projeter. Dans 48 heures, on a un Premier ministre. Quel sera son rôle? Puisque tout le monde est d'accord sur la méthode. C'est à lui de définir un programme minimal entre les trois forces qui sont sur ce plateau? C'est à lui d'engager un certain nombre de consultations, comme ça se passe dans d'autres démocraties européennes. Voilà, on a un Premier ministre de préfiguration, éventuellement d'un futur gouvernement, qui va devoir prendre attache avec les uns et les autres, voir dans quelle mesure on peut s'entendre ou ne pas s'entendre. Et il est clair qu'à ce moment-là, il y a deux éléments. Il y a un élément de programme, bien évidemment. Quel texte, quelle politique mener, qu'est-ce qui est ligne rouge ou pas ligne rouge. Et puis, il y a aussi, après, le casting, savoir qui est à tel ou tel poste, parce que qui incarne telle politique ou pas. Ah, justement. Alors attendez, là c'est encore autre chose, c'est que vous voulez aussi participer à la nomination, ou à la proposition de nomination du gouvernement. Je pense que ça va jouer. Moi j'entends, et je ne jette pas la pierre, les socialistes nous dire, écoutez, il nous faut un programme, un Premier ministre de gauche, et puis plutôt un programme de gauche. Je vous dirais que je souhaiterais plutôt un programme qui soit conforme à nos attentes de droite. Bon. Quelle va être la marge de manœuvre? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, je ne me marie pas avec le PS, c'est évident. Et une coalition arc-en-ciel, comme on la voit parfois ailleurs en Allemagne ou dans d'autres pays, paraît peu vraisemblable. Donc la méthode, c'est important, c'est déjà vraiment un premier point, et je crois qu'il y a un effet de cliquet qui a été franchi aujourd'hui. On ne va pas redescendre sur une autre méthode, et tant mieux. Mais il reste encore beaucoup de choses à voir avant d'arriver au but. On va essayer de démêler les possibles. En gros, il y a un budget. Ça, c'est la première chose à faire. Et c'est peut-être la plus difficile, parce qu'il y a encore éventuellement un texte immigration ou l'abrogation des retraites. Ça fait deux énormes irritants. Mais le budget, les Français qui nous regardent se disent, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il va falloir trouver un budget pour la France. C'est une question d'impôts, c'est une question de fonctionnaires, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire sur la possibilité de trouver des compromis avec ce préfigurateur, puisque c'est le nom qu'a repris Olivier Faure, qui sera le futur Premier ministre? Moi, je vais illustrer votre question par la première qui va se poser au futur gouvernement, puisque Michel Barnier est tombé sur le budget de la sécurité sociale. Pourquoi est-ce qu'il est tombé sur le budget de la sécurité sociale? C'est parce qu'il s'est évertué d'abord à construire un compromis, mais uniquement à l'intérieur de son socle commun. Moi, j'étais dans le moment où, normalement, on cherche le compromis, qui est la commission mixte paritaire. C'est-à-dire le moment où 7 députés, 7 sénateurs essayent de dégager un compromis sur les différentes positions. Et là, on nous a très clairement répondu. Moi, je suis venu mandaté par le groupe socialiste, j'étais responsable de ce texte pour mon groupe, avec une position de compromis qui était déjà très différente de ce qu'on avait défendu dans l'hémicycle. C'est-à-dire que nous faisions des pas. Et en face, on nous a dit non, c'est pas possible. Donc, on va repartir de ces propositions et on va dire sur des sujets qui parlent aux Français. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, pour dégager des ressources supplémentaires pour l'hôpital et pour les EHPAD, parce qu'il n'y a pas un député dans sa circonscription qui ne connaît pas
son EHPAD ou ses EHPAD qui sont en déficit aujourd'hui, ou les hôpitaux qui sont à l'os. Avec la contrainte budgétaire que l'on a. C'est pour ça, mais justement. Donc, alors on va essayer. Je prends les 3 exemples, puisque c'était la question. Les 3 points qui ont fait débat. Dégager des ressources supplémentaires, ne pas dérembourser les consultations médicales et les médicaments. Un pas avait été fait par Michel Barnier, d'ailleurs en le donnant uniquement à Marine Le Pen, ce qui était aussi une manière de montrer qu'il se tournait plutôt de ce côté-là. Ça, on pourrait y revenir. Évidemment, la question de ne pas geler l'ensemble des pensions de retraite. En face de ça, en effet, il faut des recettes. Ça fait 8 milliards d'euros, c'est 1% du budget de la sécurité sociale. Et en face, oui, il faut soit trouver des économies à due concurrence, soit, comme tout le monde s'y accorde, trouver des ressources. Et donc là, et je termine sur l'illustration, s'il n'y a pas de 49.3 et pas de motion de censure, ça veut dire que les parlementaires ils vont devoir construire ce compromis en bonne intelligence. Et moi, je suis convaincu que s'il n'y a pas l'épée de Damoclès du 49.3... Mais alors juste, attendez, parce qu'on essaye de comprendre. Le compromis, c'est une fois dans l'hémicycle, quand vous avez votre méthode sur un texte, et ça prend le temps, des nuits entières d'amendements, et chacun essaye de... Comme vous êtes bloqué, vous êtes obligé de vous entendre, ça vous oblige. Ou c'est tout de suite avec le Premier ministre préfigurateur des forces, parce que ça risque de coincer tout de suite. Je pense que sur le budget... on est obligé de prendre la deuxième méthode. On a bien vu que si on va dans l'hémicycle, vu la complexité, l'importance du budget, on est capable de voter n'importe quoi. C'est pas tout à fait ça, mais on a bien vu que la gauche radicale et la droite radicale se sont alliées à des moments pour faire passer des impositions qui étaient absolument insupportables parce qu'elles se sont retrouvées à un moment donné où elles avaient la majorité. Donc je pense que sur un sujet vous pensez que dans les 48 heures, vous allez réussir ? Non. Donc ça commence une fois qu'il est nommé, combien de temps ? Ça, je suis incapable de vous le dire. Vous avez envie de combien de temps ? On prend quoi ? 3 semaines, un mois ? Mieux vaut se prendre, 1 à 2 semaines pour essayer de trouver, parce que vous avez raison, la première difficulté, c'est l'Everest, c'est le budget. Il y a pas de Et deuxième difficulté, c'est qu'en plus, il faut réduire le déficit. On est à peu près tous d'accord, alors peut-être pas au même niveau, mais il faut réduire le déficit. Donc c'est 2 fois l'Everest dans la même journée, si vous voulez. Donc je pense que le prochain Premier ministre, il peut prendre peut-être 1 semaine, 15 jours, pour essayer de trouver les grands blocs de ce budget, y compris sur la sécurité sociale. Je pense que ça mérite ça, et éviter qu'on ait n'importe quoi en termes d'amendements sur ce budget spécifique. D'autant qu'on va avoir la semaine prochaine, en début de semaine, l'examen, ça sera au Conseil des ministres demain, de la loi spéciale, donc qui va permettre pendant quelques semaines, c'est pas terrible, mais qui va permettre un peu quand même d'éviter, on va emprunter ça aux Américains, le shutdown à la française au 1er janvier, qui a priori n'existera pas. La loi spéciale, les mesures d'urgence liées à la censure du budget de la sécurité sociale. C'est 2024 qu'on duplique en 2025, pour faire simple. Donc après, je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et je partage ce point de vue, se donner quelques semaines pour arriver à construire quelque chose. Maintenant, pour répondre à Jérôme Guedj, et effectivement le fait qu'il n'y ait pas eu de main tendue spontanément à la gauche, il y a aussi le fait que l'évolution que l'on note aujourd'hui, et dont je me réjouis, cette avancée sur la méthode, la non-censure, n'était pas tout à fait l'état d'esprit, non seulement il y a quelques semaines, mais l'état d'esprit d'un certain nombre d'entre vous, et je ne jette pas la pierre ni veux faire de polémique, mais était plutôt sur un programme plus dur, plutôt de LFI. Voilà, on va le dire comme ça. Donc c'est vrai que cette évolution... Sur le budget de la Sécu, je n'ai pas eu l'impression d'être aligné. Justement, puisque vous le citez, puis ensuite, ça m'intéresse d'avoir cet alignement qui n'a pas facilité les choses. La position d'Emmanuel Macron sur justement cette méthode d'après-nomination à Matignon. Voilà ce qu'il dit. Il vous étrille, les socialistes. Ça y va très très dur, Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un aurait dû claquer la porte cet après-midi. Il croit qu'il ruse. Ils se font balader par Macron. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle. C'est une erreur catastrophique. On a besoin que le nouveau Front populaire se maintienne. Qui pense pouvoir gagner un seul siège sans nous ? Vous prenez le risque qu'aux prochaines législatives, si Emmanuel Macron dissout, d'être désunis et peut-être de ne pas être... Alors, c'est pas le bon exemple avec moi, je l'ai déjà pris ce risque. J'ai eu une candidature soutenue par la France Insoumise face à moi. Mais je vais vous dire, c'est assez révélateur. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et le calendrier de Jean-Luc Mélenchon et son obsession à se dire il faut qu'il y ait des renversements de gouvernement réguliers pour acculer le président de la République à la démission, ce n'est pas l'orientation stratégique que nous partageons. Donc oui, nous assumons une divergence stratégique, mais ça ne m'empêche pas de demeurer un homme de gauche, de défendre une série de propositions. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas le tout ou rien. Donc si on peut prendre des victoires, eh bien je prends des victoires, c'est celles qu'on peut
arraché dans le cadre du compromis et chacun pourra le dire en ces termes. Corinne Laïc, ça me paraîtrait la victoire de la France en réalité. Corinne Laïc, grandiloquent, mais c'est pour quand même ça répondre le sujet. à cette interrogation sur une éventuelle future élection, Emmanuel Macron a bien insisté aujourd'hui sur le fait qu'il ne voulait pas dissoudre dans les 30 mois qu'il lui reste à gouverner. 30 mois, ça veut dire jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à la fin de son mandat, qu'il espère évidemment qu'il veut mener jusqu'à son terme. Et ça veut dire qu'il veut dire aux députés, vous n'êtes pas sous la menace d'une dissolution. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est quand même incroyable. Il a dissous, personne n'a compris. Et aujourd'hui, il dit, je m'engage à ne plus jamais dissoudre. Enfin, en tout cas, je vous le propose. C'est ça, c'est pas une promesse. Peut-être qu'il apprend en faisant les choses. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est que sur la méthode, c'est très clair sur le temps au terme duquel le Premier ministre a nommé, 48 heures, on verra si c'est effectif. Et après, Emmanuel Macron ne s'est pas du tout engagé sur le temps qu'aura son Premier ministre pour définir sa future plateforme. D'abord, définir sa future plateforme. 2 semaines, dit Philippe Gosselin. 2 semaines, dit Jean-René Cazeneuve. C'est ce qu'ils estiment souhaitable, mais peut-être qu'il faudra plus, peut-être... En Allemagne, alors là, il y a plus de contrat de coalition, on parle. Et après, une fois qu'on aura défini la plateforme, qui sera probablement une plateforme de non-censure, qui sont les membres du gouvernement qui pourront incarner la nouvelle politique. Et ça, c'est au Premier ministre de choisir. Au Premier ministre de le faire. Est-ce qu'il aura encore son mot à dire? Parce que c'est vrai que là, il est peut-être en train de muter très vite, mais il adore faire les nominations et surtout que son propre bilan ne soit pas remis en cause. Le Premier ministre propose et c'est le président qui nomme. Donc il aura un droit de veto, comme il l'a manifesté dans certains cas au moment de la formation du gouvernement. Mais est-ce qu'il est un facilitateur aujourd'hui, à votre avis, vous qui le suivez, ou est-ce qu'il va continuer à peser pour que finalement le macronisme survive? Mais c'est toute la question du contenu, du fond qui va être négocié dans cette plateforme de non-censure. Parce que si, par exemple, on arrive à la non-censure en disant il faut geler, suspendre, abroger la réforme des retraites, c'est vrai que c'est un élément important du macronisme qui s'effondre. Et si jamais il faut augmenter les impôts davantage que prévu pour financer les contreparties demandées par exemple par Jérôme Gage, ça se heurte à la conception qu'a Emmanuel Macron de sa politique. Il a dit le 5 décembre dans son allocution qu'il ne voulait pas de hausse d'impôts, et l'Élysée rappelle, quand on l'interroge sur le fond, on connaît très bien les positions du président de la République. Donc il y a aussi un bouger. Donc je pense que lui-même... Il évolue, mais il pèse encore. Il a laissé Michel Barnier gouverner. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a quand même manifesté... On ne va pas ouvrir la question des retraites, parce qu'on sent que ça va prendre du temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il est partie prenante d'une certaine manière, dans la mesure où il ne voudra pas, où il fera tout pour que sa politique ne soit pas complètement mise à mal. C'est que s'il faut... Pardon, je vous en prie. Et donc, dans quelle mesure peut-il accepter un détricotage plus loin, plus profond que celui que Michel Barnier a fait? Mais d'une phrase, nous disons, ça ne peut pas être tout le programme, rien que le programme. Il faut que nous ayons des interlocuteurs en face qui nous disent, ça ne peut pas être tout le bilan, rien que le bilan, et on ne touche à rien. Voilà. Donc si on est prêt à dire, on part des préoccupations, des priorités qui ont été exprimées sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur l'hôpital, sur le grand âge, sur le logement, enfin les préoccupations qu'on entend dans nos permanences, ça veut dire qu'en face, ça mériterait d'ailleurs un débat entier pour voir si vous pouvez vous retrouver sur la retraite. Beaucoup de réponses dans le budget, peut-être pas assez. Allez, on va terminer ce débat, mais franchement, c'était intéressant de voir que chacun évolue avec la grande absente, celle qui n'a pas été invitée. Je parle de Marine Le Pen qui fait de son exclusion une opportunité. Écoutez. Nous n'avons pas été invités. En même temps, il n'est pas question pour nous de participer à un gouvernement. Donc Emmanuel Macron a invité l'ensemble des partis qui pourraient potentiellement participer à un gouvernement. Il nous donne en quelque sorte la médaille de l'opposition. Je l'en remercie en ne nous invitant pas. Et voilà, et on verra bien si tout ce beau monde, ce parti unique que j'ai dénoncé dès les élections législatives, arrive à se mettre d'accord. Alors, est-ce que là, elle fait preuve d'habileté? Avec ce que vous êtes en train de construire, vous ne lui offrez pas le statut de seule opposante et d'alternative pour 2027? Jérôme Gage, Jean-René Cazeneuve, Philippe Gosselin, je vous aurai le mot de la fin rapidement. Évidemment que ça oblige à réussir, mais il y a quelque chose d'erroné dans ce que raconte Marine Le Pen. Dans la précédente mandature, sous Michel Barnier, elle n'était pas invitée à une discussion, mais elle était consultée et concertée sur les principales d'entre elles. Et quand Michel Barnier voulait obtenir, quand il était en panique, il faisait un communiqué de presse où il ne citait que Marine Le Pen. Donc moi,
aujourd'hui, il y a quelque chose de précieux dans la Réunion, et je termine par là, c'est que, manifestement, tout le monde a dit qu'il ne voulait plus être dépendant du RN. Nous, on n'a jamais voulu être dépendant du RN. Il y a donc la reconnaissance d'une erreur stratégique. Vous avez bougé, les socialistes, vous avez bougé aussi. Parce que, je le redis, le Front républicain, le 7 juillet, il faut le préserver. Je voudrais qu'on accueille nos invités sur la Syrie. Juste préciser que nous étions dépendants, effectivement, du Rassemblement national sur ces témoins, parce que le NFP avait dit d'entrée que lui, il voterait la censure. Donc du coup, c'était l'épée de Damoclès. Mais bien sûr que si. Mais vous l'avez déposé. Chercher le compromis sur le budget de la Sécu. C'est dit. Dès le départ, il y avait une difficulté dès le mois de juillet et après avec la nomination de Michel Barnier, c'est qu'effectivement, le NFP avait dit que dans tous les cas, il y aurait censure. Et le poids était bien présent. Donc à partir du moment où cette partie de l'hémicycle était déjà bloquée, le RN ne pouvait avoir que... De toute façon, les Français vous regardent et c'est très important qu'on ait ces débats parce qu'eux aussi jugeront. Corinne Laïc, Emmanuel Macron est obsédé par l'idée que Marine Le Pen ne soit pas élue en 2027. Est-ce qu'en faisant tout ça, c'est aussi son objectif ? Il est en train de choisir la personne qui va le raccompagner sur le perron à l'Élysée au mois d'avril 2027. Voilà, donc je pense qu'il n'aimerait pas que ce soit Marine Le Pen. Merci beaucoup. Merci d'être venu débattre à l'issue de cette réunion à l'Élysée. On en vient à notre deuxième débat ce soir sur la Syrie. L'onde de choc est mondiale. Une immense page se tourne au Moyen-Orient après 50 ans de règne sans partage du clan Assad. Le régime est tombé en 12 jours. Scène de liesse à Damas. On va aller voir. Les lieux de pouvoir ont été pris d'assaut. Et maintenant, qui sont les rebelles du groupe HTC, issus des rangs d'Al-Qaïda, qui ont renversé Bachar ? Faut-il avoir peur de la nouvelle Syrie ? Avant d'accueillir nos invités, voyons les dernières images composées et résumées pour nous par Clément Perrault. Le nouveau Premier ministre syrien, Mohamed al-Bashir, est à droite sur ces images prises ce dimanche. Juste à côté de lui, Abu Mohamed al-Jolani, le nouvel homme fort de la Syrie, leader de l'organisation islamique HTC. Al-Bashir dirigeait jusqu'à présent le bastion rebelle d'Idlib. Il prend la tête d'un gouvernement de transition jusqu'au 1er mars 2025. Pendant ce temps, à Damas, de nouveaux policiers assurent la circulation et la sécurité des administrations d'État. Ils sont salués par la population. Leur uniforme porte le sigle de l'Armée de libération nationale. On est là depuis 2 jours et on est en train de se déployer dans tous les gouvernorats de la Syrie. Les rebelles ont également pris le contrôle des postes frontières avec le Liban, où les premiers réfugiés syriens commencent à regagner leur pays d'origine. Les insurgés ont aussi accédé à l'ancien carré de sécurité du régime El-Assad. Cet impressionnant bloc d'immeubles a été un lieu de torture et de détention des opposants. Un peu plus au nord, la prison de Saïdnaya. Alors que les détenus ont été libérés dimanche, des Syriens y cherchent encore des proches, peut-être encore détenus dans des cellules souterraines. Les rebelles ont aussi fourni aux médias ces images de corps manifestement torturés qu'ils affirment avoir découverts dans la morgue d'un hôpital près de Damas. Abu Mohamed al-Jolani promet de traquer les anciens responsables du régime El-Assad. Il y a quelques heures, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a indiqué que 54 anciens soldats d'El-Assad ont été arrêtés près de Homs par des combattants de l'État islamique. Ils ont tous été immédiatement abattus. Voilà, un sujet de Clément Perrault. Bonsoir, Omar Youssef Soleiman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, franco-syrien. Vous avez fui la Syrie en 2012. Votre dernier livre, Être français, est paru chez Flammarion. Bonsoir, Ariane Bonzon. Merci d'être là. Journaliste indépendante, spécialiste du Proche-Orient, Turquie, l'heure de vérité, est à lire aux éditions Empreinte. Bonsoir, Antoine Basbous. Bonsoir. Bienvenue, politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Enfin, bonsoir, Rachel Binas. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste à Marianne et spécialiste des questions migratoires. Je commence avec vous, Omar Youssef Soleiman. Quel sentiment vous traverse quand vous voyez toutes ces images, ces statues déboulonnées, ces Syriens qui découvrent ébahis l'immense palais de Bachar el-Assad, ces prisonniers qui sortent de la prison de Saïdnaya, éberlués, ne sachant même pas que Bachar est parti? Ce sont des émotions très fortes, contradictoires depuis plusieurs jours.
Et honnêtement, on n'arrive même pas à le croire. On a vraiment besoin de temps pour être convaincu, pour réaliser ce qui s'est passé. On vient de sortir de 54 ans de tyrannie, de la torture. On a grandi dans une Syrie qu'on l'appelait, depuis les années 90, où j'étais enfant en Syrie, on ne l'appelait jamais la Syrie, on l'appelait la Syrie d'Assad. Donc quand Assad n'existe plus, vraiment on a besoin de temps. Donc je suis extrêmement bouleversé. C'était la première fois que j'appelais ma famille depuis 12 ans, depuis 2012. La première fois que j'écoutais la voix de ma mère depuis 2012. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre mère? Beaucoup de choses. Et c'est de beaucoup de joie. C'est beaucoup d'émotions. Il y a de la sidération. Le plus important, c'est qu'on est heureux, on est très heureux qu'Assad part. Assad n'existe plus. Enfin, on est libérés. Les gens, ça, ils sont vraiment. C'était à 4 heures du matin. Ils sont fous de joie. Ils distribuent le dessert dans la rue. Ils détruisent tous les statues d'Assad. Le cauchemar, enfin, est clôturé. Là, maintenant, il faut penser à la nouvelle Syrie. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir? Antoine Basbous, vous aussi, j'imagine que vous avez été stupéfait par ce basculement aussi rapide, cette fuite aussi piteuse de Bachar el-Assad en Russie. Le fruit était trop pourri. Il a fallu secouer l'arbre d'un petit coup pour qu'il tombe. Donc Assad était par terre, son régime, ses parrains. L'Iran a pris un grand coup avec l'écrasement de Hamas à Gaza, avec la décapitation du Hezbollah militaire et politique au Liban. Et c'était le tour du troisième larron de la compagnie, c'est-à-dire Assad, qui représentait l'autoroute Téhéran-Beyrouth pour acheminer armement et munitions au Hezbollah. Donc c'est une dictature, on dit 54 ans, mais à vrai dire, le coup d'État remonte à 63 et le père d'Assad, Hafez al-Assad, était ministre de la Défense dès 1966. Donc ça fait presque une soixantaine d'années que la famille, la dynastie Assad régnait sur la Syrie d'une main de tyrannie exceptionnelle. Il faut s'arrêter encore et encore sur ce régime totalitaire, Ariane Bonzon. On découvre des images mais véritablement atroces, que l'esprit humain n'arrivait même pas à concevoir, des hommes qui ont été emmurés, vivant dans cette fameuse prison, la cruauté, le sadisme, la torture. On est face à quoi? Le totalitarisme, la barbarie, le crime contre l'humanité? Absolument, et un régime qui régnait par la peur. En tant que journaliste, par exemple, j'ai essayé de travailler en Syrie. C'était le plus compliqué. J'ai eu la chance de travailler dans pas mal de pays, mais c'était extrêmement compliqué. On était suivis tout le temps, les gens ne voulaient pas nous parler. C'était dans les années 90, 80. C'est vraiment la peur régnait, quoi. La peur régnait. Aujourd'hui, il est en Russie avec Asma el-Assad, avec une partie de sa famille. Les chances qu'il soit jugé, j'imagine que vous l'attendez, Omar Youssef. C'est tout ce qu'on souhaite, évidemment. Qu'on soit jugé dans la justice, bien sûr, parce que la révolution syrienne, l'essence de la révolution syrienne, c'est la justice, bien sûr. Ariane Bonzon. C'est peut-être ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il est toujours vivant, donc il va y avoir une cour internationale de justice, et la France peut faire quelque chose dans cette affaire-là, parce qu'on le voit en Ukraine, il y a des experts qui savent récolter les preuves, les témoignages, et elle peut le faire en Syrie, et produire donc un certain nombre de dossiers pour se présenter et pour présenter Assad à la justice internationale. Antoine Basbous, oui, il a ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre lui. Oui, alors il n'y a pas que Assad, il y a aussi tout l'appareil autour d'Assad. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est de découvrir qu'il y a plusieurs chefs de service de renseignement syriens qui sont reçus chez le Hezbollah au Liban. Et celui qui a autorisé leur passage, le patron de Masna, poste frontière, a été viré aujourd'hui et remplacé. Il y a également des chefs de service de renseignement qui sont encore en Syrie, qui n'ont pas pu s'enfuir. Et je pense que demain sera le jour de leur arrestation. Ces gens-là doivent répondre de leurs crimes. Ce sont des crimes systématiques. Il y a déjà plusieurs années que le photographe de l'armée syrienne, César, du nom de cette loi américaine de sanctions contre, eh bien, il a sorti 55 000 clichés de personnes torturées jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, dans un hôpital de Damas, il y a de nouveaux portraits de gens trouvés dans la mort que les parents viennent chercher pour savoir si leur enfant, si leur frère se trouve sur ces photos. Il y a des gens qui n'ont plus Dieu
qui ont été dissous dans l'acide. Bref, c'est horrible ce qui s'est passé. Alors avant d'en venir à la transition, savoir qui est ce Jolani, Abou Mohamed Jolani, et ce groupe HTC qui vient d'Al-Qaïda, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'on peut essayer d'espérer malgré tout? Comprendre la rapidité de la chute, c'est savoir qui a combattu Assad. Est-ce que c'est uniquement, Ariane Bonzon, les troupes rebelles islamistes, ou ça va au-delà? Il y a des communautés druzes, il y a une forme d'opposition laïque qui s'est liguée contre Assad. Alors effectivement, le premier mouvement, ça a été HTS. Hein. Alors HTS, on y va. Donc ce mouvement effectivement qui vit sur qui gouverne, si je puis dire, la poche d'Idlib, qui est au nord-ouest. Donc, on va le voir sur la carte. Qui a depuis 5 ans, en tout cas, organisé presque une gouvernance qui est quand même chapeautée plus ou moins directement par la Turquie, parce que cette zone est aussi tenue par exemple, on y paye en dollars et en livres turcs. Les Turcs ont une dizaine de postes militaires dans cette zone d'Idlib qui a été négociée avec les Russes de la part de la Turquie pour abriter les rebelles syriens. Alors, quand on dit les rebelles, il y a beaucoup d'organisations, mais essentiellement HTS qui descend effectivement d'Al-Qaïda et d'Al-Nosra surtout, qui était un mouvement djihadiste global, pas seulement national, et avec lequel la Turquie avait beaucoup de contacts. Et puis, la Turquie a constitué ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, constituée d'un plusieurs groupes, d'une vingtaine de groupes. Il y a un peu de tout le monde. Il y a un peu ce qu'on appelait l'armée libre syrienne, qui était vraiment les rebelles opposés à Assad. Et puis il y a des mouvements islamistes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une composante essentiellement syrienne. Il y a beaucoup moins d'étrangers qu'on a pu en voir. Et alors, c'est toute l'histoire de Jolani. Jolani dit, moi, j'ai fait une erreur. Je suis pour le djihad national. Cela dit, ce n'est pas un démocrate, il veut la charia. Pour l'instant, il donne des signes aux chrétiens, aux druzes. Voilà, il a délaissé le turban djihadiste pour la tenue militaire. Absolument, il a changé de tenue. Bon, certains nombre de ceux qui l'ont rencontré, des chercheurs, sont assez positifs et disent il veut vraiment changer. Et puis il y a ceux qui disent c'est une posture et à terme, ça sera d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Basbous? C'est vrai qu'il a été recherché longtemps par les États-Unis comme combattant d'Al-Qaïda, Al-Nosra également. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet homme-là? Est-il dangereux, notamment pour l'Occident, les Européens? Vous parlez des États-Unis. Apparemment, ils ont changé d'avis. Ils avaient mis 10 millions sur sa tête et aujourd'hui, il se balade. On sait où est-ce qu'il est. Ils ne l'ont pas cherché ni à le tuer, ni à le capturer. Donc, ils ont constaté qu'il a changé. Et dans ce désert syrien, apparemment, il est l'homme de la situation. C'est vrai qu'il a l'ADN d'un djihadiste. C'est vrai qu'il a côtoyé, il a été avec Al-Qaïda puis Daesh. Mais il les a combattus après. Et il a éliminé sur sa droite tous les gens qui étaient de Al-Qaïda et de Daesh. Donc, sa parole rassure. Ses actes, il faut attendre pour voir, pour en juger. Donc, il a fait une évolution importante. C'est une dynamique. Et je crois qu'il cherche à régner, à gouverner. Et s'il faisait comme Bin Laden, comme Zawahiri, comme al-Baghdadi, il sera mort. Donc, à mon avis, le changement, peut-être il n'est pas très convaincu de la nouvelle doctrine qu'il est en train d'adopter, sauf que celle-là, celle qui respecte d'autres composantes syriennes, qui rassure les minorités, eh bien, elle est en train de prendre place. Il y a 8 ans, quand il est arrivé à Idlib, il a ordonné aux Druzes de se convertir. Et là, en sortant d'Idlib, il a rassuré les minorités en leur disant « Vous ne craignez rien, vous ne redoutez rien, vivez votre vie ». Omar Youssef Soleiman, est-ce qu'il contribue à rassurer le Syrien en diaspora, le franco-syrien que vous êtes? Justement, premièrement, il ne faut pas oublier qu'en Syrie, on a presque 40% de la population qu'il s'agit des minorités religieuses, des communautés, des minorités ethniques aussi. Oui. Eh bien, ces gens-là ne vont jamais accepter d'être condamnés à la charia. La preuve, c'est que les Druzes qui sont déjà armés, ils ont armé depuis des siècles, ça c'est de leur culture de se défendre, même à l'époque de l'Empire ottoman. Les Druzes étaient indépendants, donc ils n'acceptent jamais d'être condamnés par quiconque. Les Alaouites, ils sont sur le côte, et en Syrie, on a les chrétiens, y compris même plusieurs chrétiens arméniens, on s'en parlait des Kurdes.
Donc maintenant, on doit attendre. D'ailleurs, on ne fait jamais confiance à un type comme Al-Joulani. Personnellement, je ne le fais jamais confiance parce que lui, il est extrêmement pragmatique. Il est très très fort. Quel type d'islamisme pratique-t-il, si je puis dire? Il voulait convertir les Druzes. Il y a les talibans qui étaient arrivés en disant on est beaucoup plus soft, entre guillemets. C'est aujourd'hui bien pire qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Les militants que j'ai contactés ces derniers jours, depuis la libération de la Syrie de Bachar el-Assad, qui vivaient dans le nord, m'ont confirmé. Alors, je parle des amis qu'on était ensemble à Homs, à Damas, à Alep, des militants contre Bachar el-Assad, qui ont plus tard ont pris l'arme, ont porté les armes pour se combattre contre Bachar el-Assad, pas du tout pour un État islamique. Et ils étaient effectivement entre la peste et le choléra. Ces militants, plus tard, sont réfugiés dans le nord de la Syrie. Ils sont à la campagne d'Alep, à la campagne d'Idlib, et ils m'ont tous confirmé la torture qu'ils ont souffert de la part de Joulani, c'est comme celui de Bachar el-Assad, même pire, parce que c'était au nom de Sharia, etc. Donc là, ils sont de retour, ces gens. Et ils sont nombreux qui détestent Al-Joulani, ils ne sont pas du tout comme lui. Il y a d'autres qui sont pires que Joulani, pires que Hayat Tahrir al-Sham. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, Hayat Tahrir al-Sham, c'est la formation de Joulani, la formation islamiste radicale. Pardon, je le prononce là. Mais bon, en fait, je finis là-dessus, c'est qu'en fait, on ne peut jamais lui faire confiance. Il faut utiliser une force, je ne parle pas d'une force militaire, mais une force populaire, une force de la part de la société syrienne. Peut-être aussi, sans oublier que la société syrienne n'est pas habituée à être condamnée ou à être dirigée par la charia. Donc faire la comparaison avec, par exemple, la Libye ou l'Afghanistan, ce n'est pas si juste avec la Syrie. Alors on va parler de la question migratoire avec vous, Rachel Vina, c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous n'êtes pas spécialiste de la Syrie, c'est pour ça que je ne vous posais pas de questions, mais on y vient dans un instant. Il y a plusieurs sujets qui se posent, c'est la transition au pouvoir et puis le risque terroriste, parce qu'il y a plusieurs types d'islamisme. Il y a aussi un islamisme terroriste. Qu'est-ce qu'on sait sur ce Joulani et sur cette formation HTC, Hayat Tahrir al-Sham, sur des projets qu'avait pu avoir Daesh, notamment depuis la Syrie, en Europe? D'abord, il faut se rendre compte que Joulani n'a pas un programme de démocrate chrétien suédois. C'est un conservateur islamiste, mais qui a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et il a dit à CNN, c'est le sens de la communication... Il a donné une interview à CNN. Il a dit que le djihad global, c'est-à-dire exporter le djihadisme sur la terre entière, ce n'est pas son affaire. Il veut conquérir le pouvoir à Damas. Et conquérir le pouvoir à Damas passe par une entente avec les différentes... la mosaïque syrienne, c'est-à-dire les composantes ethniques et religieuses et communautaires, il ne peut pas les écraser. Donc la politique va l'obliger à bouger. C'est le pragmatisme qui doit s'imposer à lui. Et aussi, en même temps, il arrive sur une Syrie dépouillée. Il n'y a pas un seul dollar dans les caisses de l'État. Il n'y a plus d'institutions, il n'y a pas d'armée. Israël vient de bombarder 350 sites en Syrie. Militaire. Donc il est totalement dépouillé. Il ne peut s'appuyer sur personne, sur rien. Donc il va falloir faire des deals, à mon avis, avec lui, tout simplement pour lui dire donnant, on vous donne des moyens, mais vous allez, par exemple, chasser les Russes de vos bases sur la côte. Mais vous allez reconnaître, respecter les minorités. Vous allez contribuer à gouverner avec eux. Il n'aura pas le choix en prenant les rênes du pays, que de composer et donc, d'une certaine façon, de lui-même... se mettre en retrait d'un programme idéologique, voire violent. La priorité, c'est d'éviter une nouvelle guerre civile. Or, comme Antoine le dit, les Israéliens ont quand même bombardé 350 cibles, bombardé depuis ces quelques jours, là, les dépôts d'armes, un centre de recherche. Donc ça les empêche directement, Joulani et ses hommes, comment faire une armée nationale d'avoir des armes. Alors, peut-être que ça, c'est le premier enjeu, faire une police et une armée nationale. Et c'est là comment elle va être composée. Est-ce que toutes ces milices vont arriver à s'entendre dans un corps unique? C'est souvent le premier enjeu. Quand ça a été, par exemple, à Gaza et dans Cisjordanie, le premier enjeu, ça a été de mettre en place, quand Arafat est revenu, de mettre en place une police nationale, une armée. La même chose. Vous voyez, il faut arriver à trouver... Et ça va être très compliqué, parce que ces milices sont quand même encore en compétition. Sans oublier, que l'armée syrienne est corrompue depuis les années 70, depuis l'arrivée d'Arabes. Donc il faut refaire une nouvelle armée syrienne.
Oui, tout est à reconstruire. Absolument. Alors en attendant, plusieurs pays, et on y vient avec vous Rachel Binas, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, ont suspendu leur demande d'asile des ressortissants syriens et la France réfléchit à faire la même chose, comme nous l'explique Marco Pommier. On en parle avec vous juste après. La France va-t-elle suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens ? Le ministère de l'Intérieur l'envisage. Nous travaillons sur une suspension des dossiers d'asile en cours provenant de Syrie. Selon l'OFPRA, l'office chargé d'examiner ces procédures, 700 demandes sont en cours de traitement. Aujourd'hui, 45 000 ressortissants syriens bénéficient d'une protection française. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, les portes de l'Europe se referment. Plusieurs pays ont imposé un gel immédiat des demandes d'asile. Le Royaume-Uni, l'Italie, le Danemark, la Suède, la Belgique ou encore l'Allemagne, pays de l'Union européenne accueillant la plus importante diaspora syrienne, près de 800 000 personnes selon l'ONU. L'Autriche va plus loin. Pour les Syriens ayant déjà obtenu l'asile, leur cas sera réexaminé. Dans ce contexte, j'ai chargé le ministère de préparer un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie. 95 000 ressortissants syriens se sont installés dans ce pays depuis la vague migratoire de 2015. Le regroupement familial a aussi été suspendu. Alors Rachel Binas, on va essayer de démêler le vrai du faux avec vous. D'ailleurs, vous avez fait un très bon papier dans Marianne aujourd'hui sur le sujet parce qu'il y a pas mal d'interrogations, voire de polémiques qui se multiplient sur le sort réservé aux demandeurs d'asile venus de Syrie. D'abord, la France est un pays où il y a le moins en Europe de demandeurs d'asile venus de Syrie. Alors, c'est en effet, on ne se dirige pas quand on est syrien naturellement vers la France comme premier pays de demande d'asile. C'est surtout l'Allemagne. Depuis 2015, par exemple, depuis qu'Angela Merkel a ouvert les portes face à la crise, on estime qu'il y a environ 1 million de Syriens. En France, la communauté s'établit autour de 80 000 individus. Donc les pays privilégiés, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche et les pays d'Europe du Nord. Alors, les Syriens qui arrivent en France aujourd'hui, peuvent-ils continuer à déposer leur dossier d'asile, leur demande ? Qu'est-ce qui est suspendu ou qui n'est pas suspendu ? Est-ce que la France attend pour faire comme l'Allemagne ? La France fait ce qu'elle fait très souvent, mais sans que ce soit forcément médiatisé. En effet, elle n'a bien sûr pas suspendu le dépôt de demande. Tout Syrien et toute personne d'ailleurs, quelle que soit sa nationalité, peut continuer à faire une demande, un dépôt de demande d'asile. Notons qu'à partir du moment où vous enregistrez, où vous faites votre demande, vous êtes demandeur d'asile et donc en situation régulière, avec tous les droits attenants, une allocation, etc. Donc il y a une prise en charge de l'État. Ce qu'elle a suspendu, et encore une fois, comme elle le fait souvent sans forcément le rendre public, c'est le traitement du dossier, puisque celui-ci est intimement lié à la situation du pays, à son évolution. Donc, étant donné que la situation est en train d'évoluer, elle ne peut pas des milliers de Syriens qui veulent rentrer chez eux. Aujourd'hui, on les voit, les files d'attente depuis la Turquie, depuis la frontière libanaise. Et avec des profils qui peuvent évoluer en fonction justement de la situation politique qui prendra forme en Syrie, eh bien, forcément, les dossiers vont être traités avec quelques jours, quelques semaines de décalage, afin que la réponse rendue soit au plus près de la situation du demandeur et de la situation sur place. Et que craint l'Europe précisément ? Est-ce qu'elle craint le risque terroriste ? Parce qu'on a vu par exemple qu'il y avait eu des contacts entre l'assassin de Samuel Paty et un des membres de cette organisation, HTS, ou est-ce que tout simplement c'est trop tôt pour dire que les Syriens ne sont pas en danger avec ce nouveau pouvoir ? Là, il est trop tôt. Et puis, quel Syrien ? C'est-à-dire que nous, on a une vision, peut-être qu'on projette une vision assez occidentale, avec une vision des droits de l'homme extrêmement forte. Mais par exemple, je vais faire un pas de côté, je vais prendre l'Afghanistan. En Afghanistan, des gens fuient, mais des gens veulent aussi rentrer. La France, par exemple, a opéré des retours, ce qu'on appelle les retours volontaires. Ce sont des Afghans, presque une dizaine depuis le début de l'année, qui a demandé à rentrer en Afghanistan. C'est quelque chose qui existe. C'est aussi une réalité. Pour le moment, en Syrie, il est trop tôt pour dire qui va vouloir partir, qui va vouloir rester, qui va vouloir venir. Notons quand même, encore une fois, je le répète, en chiffres sans noyer nos téléspectateurs, on estime environ qu'il y a 700 dossiers pour le moment en attente de Syriens, sachant que le taux de couverture de la France est très fort. 92% des Syriens qui font une demande d'asile obtiennent une protection. En Suède, à titre d'exemple, on a 42%, chiffre de 2022-2023.
2023. C'est différent. Voilà, ce n'est pas le premier. Donc pas d'alerte pour l'instant. Les demandeurs d'asile peuvent continuer à le faire, mais c'est normal quand il y a une évolution de cette ampleur que les choses puissent prendre plus de temps. Écoutez, Antoine Basbouz, Ariane Boson, je vous donnerai le mot de la fin ensuite. Aujourd'hui, le mouvement de sortie de Syrie, ce sont les partisans du régime qui ont du sang sur la main, qui cherchent l'asile. Donc ces gens-là, on les prend OK pour les juger. En revanche, tous les Syriens qui étaient établis à l'étranger, il faut qu'ils inversent le mouvement, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux. Et là, pour encourager ce mouvement, il faudrait que les agences de l'ONU qui leur versent des subsides transfèrent ces subsides du pays d'accueil vers le pays d'origine pour inverser le mouvement. Donc il y a aussi un effort pour... Il faut être conscient qu'aujourd'hui, ceux qui veulent fuir la Syrie ont souvent du sang sur les mains. Ariane Bonzon. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que l'épée de Damoclès sous laquelle vivait l'Europe de la part de la Turquie, vous savez qu'il y a eu 4 millions de réfugiés en Turquie, et que M. Erdogan régulièrement menaçait de lâcher les réfugiés, et qu'on avait fait un accord en 2015 pour qu'ils gardent les réfugiés. Donc à première vue, sauf si effectivement il y a une nouvelle fuite d'autres catégories de Syriens, mais à première vue, cette épée de Damoclès va peut-être disparaître. Et ça, pour l'Europe, c'est quand même formidable. Merci beaucoup. Vous aurez le mot de la fin, Omar Youssef Souleiman. J'imagine que votre cœur est en Syrie. Est-ce que vous avez envie de retourner ? Alors, premièrement, je suis citoyen français depuis 12 ans. Et aujourd'hui, je voudrais retourner en Syrie pour reconstruire ce pays en tant que citoyen français aussi. Parce que je pense que la chute du régime de Bachar al-Assad est aussi une victoire pour la France dans son côté universaliste. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas mettre, à mon avis, tous les réfugiés dans le même sac. C'est-à-dire, on n'est pas, comment dire, des objets ou des... Il faut les emmener, il faut les apporter, il faut faire quoi. On est complètement différents. Et moi, je me considère encore une fois comme citoyen, mais je tiens à préciser qu'il y a des millions de Syriens dans le monde entier qui sont en train... Parce que et d'ailleurs, ce sujet-là, vous les traitez dans vos romans, cette question-là de l'exil et de l'exil venu de Syrie. Et c'est très important de dire qu'effectivement, on ne peut pas faire d'amalgame en la matière. Merci beaucoup. On va se quitter avec une image signée du photographe Cyril Bitton. Il est lauréat du prix de la photo politique à l'Assemblée. Regardez, il a fait ce cliché de Jordan Bardella. Cette photo a été prise le 7 juillet 2024. C'était le soir du deuxième tour des élections législatives, prise au pavillon du Bois de Vincennes, où avait lieu la soirée électorale du Rassemblement national. J'étais arrivé assez tôt, je pense vers 17h30, 18h. Et là, c'était étrange. Il y avait aucun cadre, quasiment pas de militants. Un peu avant 20h, il y a 7, 8, 10 militants qui arrivent, on leur donne des drapeaux. Donc on arrive à faire des photos et là, on voit les résultats et on voyait leur tête en face, c'était la douche froide. On doit être autour de 20h30, quelque chose comme ça. Et là, on nous vire, on nous dit maintenant, il faut partir. Et je me mets sur le trottoir d'en face de la salle, quoi. Et là, le temps passe, et je vois qu'il reste la voiture de Jordan Bardella. Et il devait être autour de 23h30, minuit, dans ces eaux-là, où je vois la porte qui s'ouvre, et là, je le vois sortir comme ça, tout seul, la tête baissée, dans l'ombre. De quelqu'un qu'on a laissé tout seul et qui part après une défaite. C'est un peu ce que je cherchais, quoi. C'est un peu pour moi, c'était un peu le symbole. Et voilà donc pour le prix de la photo de l'Assemblée nationale. Je vous remercie d'être venu débattre de la Syrie sur LCP. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même humeur.